Tu comprends pas pourquoi on dit que Ant-Man 3, Mission Impossible 7 et Fast and Furious 10 sont pas des succès? T'as l'impression que tout le monde dit n'importe quoi sur le box-office et tu comprends rien aux histoires de budget? Bah ça tombe bien, on a décidé de te faire un petit guide pour tout comprendre du box-office. Salut tout le monde, je suis Geoffrey et aujourd'hui je serai votre guide pour tout comprendre au box-office. Sur écran large, on parle régulièrement de bid, de flop, d'échecs et très souvent on nous répond qu'on dit n'importe quoi. Comment est-ce possible qu'Indiana Jones 5 soit un échec alors qu'il a quasiment atteint les 400 millions au box-office? Comment peut-on parler de flop pour Warcraft, Alita Battle Angel, Ant-Man 3 et Mission Impossible 7 avec des scores de 400 ou 500 millions au box-office? Est-ce que ça veut dire qu'il faut forcément atteindre le milliard pour vraiment marcher? Est-ce qu'il suffit de multiplier le budget par 3 pour calculer le seuil de rentabilité? Et où va tout cet argent? Ça fait beaucoup de questions, mais comme on est gentil sur écran large, on a résumé ça en 3 grandes règles pour pouvoir parler du box-office sans dire trop de conneries. Je précise qu'on va se focaliser sur les blockbusters et le système américain parce que c'est le plus énorme et le plus amusant. Et aussi, petit message à caractère informatif. Écran large a un podcast. Ça s'appelle La Réu d'écran large. C'est disponible sur toutes les plateformes et c'est un des moins mauvais podcasts cinéma du moment. Donc vraiment, pitié, écoute-le. On veut de l'amour et de l'argent, mais surtout de l'amour. Revenons à nos moutons. Alors déjà, un petit cours d'histoire pour que je justifie mon salaire mirobolant. Le terme box-office existait bien avant le cinéma puisque ça vient du théâtre. Il y a plusieurs théories et explications et ça remonte au moins au XVIIIe siècle. Ça viendrait de places spécifiques dans les théâtres qu'on appelait des box. Dans les journaux, box-office désignait ainsi l'endroit où acheter ses places. Certains disent que c'est encore plus vieux que ça, que box-office ferait notamment référence à une boîte qui passait dans le public pour collecter de l'argent, ou que c'est dans le théâtre élisabétain que le terme a été popularisé. Bref, retenez un truc, c'est vieux. C'est au début du XXe siècle qu'on a employé le mot box-office pour parler des ventes de tickets, et depuis les années 20, la presse rapporte les recettes du box-office pour suivre les succès et échecs. Voilà, c'était la minute Wikipédia, et ça montre que le sujet de cette vidéo est majeur pour l'industrie depuis un siècle. Donc j'en reviens à mes 3 règles. Voici la première règle. Quand on parle du box-office, il faut savoir de quel box-office on parle exactement. Parce qu'en réalité, il y a 2 box-office. Le box-office domestique, c'est-à-dire les recettes aux États-Unis et au Canada, et le box-office international ou étranger, c'est-à-dire tous les territoires en dehors du box-office domestique. Et en fait, on peut rajouter un 3e box-office, le box-office chinois. Vous verrez après pourquoi il est encore à part. Pour parler de succès ou d'échec, on s'appuie en général sur ces 3 box-office parce qu'ils sont très importants et fonctionnent différemment. Il faut donc les séparer pour vraiment analyser les chiffres. Et en quoi est-ce qu'ils fonctionnent différemment? Ça, c'est un point très important. Toutes les recettes du box-office ne vont pas dans les poches du studio. Quand on vous dit que Barbie a fait 1 milliard au box-office, ça ne veut pas du tout dire que le studio Warner Bros a gagné 1 milliard de dollars. Parce que quand vous achetez votre place de cinéma, vous ne donnez pas simplement de l'argent au studio, aux distributeurs et éventuellement aux acteurs et actrices qui touchent une part sur les recettes. Vous donnez aussi, voire surtout, aux salles de cinéma. De combien on parle? C'est là que ça se complique, puisque ça dépend des territoires. Ça dépend de si on parle du box-office domestique, étranger ou chinois. C'est pour ça qu'on sépare les 3. Au box-office domestique, c'est environ la moitié des recettes qui revient aux salles de cinéma. Et encore, je fais très grossier, parce qu'en réalité, ça dépend aussi des semaines. Le studio récupère plutôt dans les 60% sur la première semaine d'exploitation. Et au fil des semaines, c'est le pourcentage récupéré par les salles qui grossit. Au box-office international, un studio récupère plutôt 1/3 des recettes. Et au box-office chinois, c'est encore moins, 25%. La Chine se garde en gros 3/4 des recettes, sauf s'il y a un producteur local, mais ça encore, c'est une autre histoire. C'est pour ça qu'il faut toujours regarder les détails quand on parle de box-office. 500 millions au box-office domestique, c'est pas du tout pareil que 500 millions au box-office international. Par exemple, quand le premier Pacific Rim a fait 411 millions au box-office mondial, il fallait voir que 1/4 de ça venait de Chine, ce qui réduit considérablement l'argent que le studio a réellement gagné. Et même sur de gros cartons, c'est un détail pas anodin. Quand Fast and Furious 7 a fait 1,5 milliard au box-office mondial, 390 millions venaient de Chine. C'est là qu'on peut parler du cas Alita Battle Angel. Budget officiel du film entre 170 et 200 millions. Box-office mondial 405 millions de dollars. Alors c'est pas fou, mais ça va. Donc pourquoi est-ce qu'on a parlé de petit flop? Parce que le film a encaissé seulement 85 millions au box-office domestique, qui est donc le plus important comme je vous disais, et plus de 130 millions en Chine, qui est donc celui où ça rapporte le moins. Le calcul est donc vite fait. Alita n'a pas été rentable ou à peine, et sur un tel film, on doit gagner de l'argent, on ne doit pas limiter la casse ou péniblement atteindre le seuil de rentabilité. Deuxième grande règle, quand on parle de box-office, on doit parler de budget. Pour savoir combien on a gagné, il faut savoir combien on a dépensé. Et si vous avez un doute sur l'importance de cette règle, petite démonstration. Prenons 2 exemples de films sortis en 2019, Joker et Star Wars 9. Les 2 films ont franchi le milliard au box-office avec quasiment exactement le même score. Sauf que Joker a coûté au maximum 70 millions, alors que Star Wars 9 aurait coûté
plus de 400 millions. Joker a donc quasiment coûté 6 fois moins cher et a rapporté autant au box-office. Je vous laisse sortir vos calculatrices, c'est là qu'on parle de rentabilité. Combien je gagne pour chaque dollar investi? Donc forcément, plus un film coûte cher et plus ce sera difficile de gagner vraiment beaucoup d'argent. C'est pour ça que Joker n'a pas été un simple succès, ça a été un méga giga succès. Qu'est-ce qui coûte donc aussi cher dans un film? C'est la grande question. Alors premièrement, il faut tourner le film, évidemment. Donc il y a les dépenses liées au développement, à la préparation du film et au matériel. Toute la logistique aussi avec les déplacements, les locations, etc. Et bien sûr, toute la partie artistique avec les décors, les effets spéciaux, les costumes. Deuxièmement, il y a l'équipe technique et artistique et ça peut coûter très cher sur un blockbuster. Par exemple, Fast and Furious 10. Le film aurait coûté la somme hallucinante de 340 millions de dollars, dont environ 100 millions juste pour les acteurs et actrices. Troisièmement, il y a la post-production. Le montage, le mixage, l'étalonnage, les effets visuels, bref, toute la magie du cinéma. Et sur un blockbuster, ça peut là aussi coûter très très cher. C'est un résumé très simpliste et c'est pas du tout exhaustif, mais ça permet de comprendre pourquoi autant de blockbusters coûtent 200 ou 250 millions. Et ça peut être encore plus. Star Wars, le réveil de la force et l'ascension de Skywalker et Jurassic World 2 auraient coûté plus de 400 millions de dollars. Pirates des Caraïbes 4, Avengers 2 et 4 ou encore Avatar 2 auraient coûté plus de 350 millions. J'ajoute aussi que ce budget de production n'est pas toujours connu ou précis. Les studios ne communiquent pas forcément dessus, c'est parfois gardé secret et c'est souvent minimisé. Parfois on découvre même le vrai budget des années après la sortie. Par exemple, Doctor Strange 2. À sa sortie en 2022, le budget de production était estimé à 200 millions, ce qui est à peu près normal pour un gros film Marvel. En 2023, Forbes a trouvé des documents officiels indiquant qu'il avait coûté plutôt 300 millions de dollars, donc 100 millions supplémentaires. Tout ça, c'est donc le budget de production pour faire le film véritablement. Mais il y a un autre budget très important, c'est le budget marketing, c'est-à-dire l'argent dépensé pour faire la promo, la pub du film. Les affiches, les bandes-annonces, la tournée des tapis rouges dans le monde, les spots publicitaires à la télé, les projections spéciales, les événements, tout ça, c'est bien beau, mais ça coûte beaucoup d'argent. Par exemple, les films qui font leur pub au Super Bowl comme The Flash, c'est 7 millions de dollars pour 30 secondes de vidéo. Ce budget marketing dépasse quasiment toujours les 100 millions sur un blockbuster. 130 millions pour The Batman, 140 millions pour Spider-Man Homecoming, 150 millions pour Avengers Infinity War, 160 millions pour les Gardiens de la Galaxie 2, 175 millions pour Avatar 2, 185 millions pour Jurassic World 2. Mais attention, tous ces chiffres viennent des médias américains bien informés, notamment Deadline, parce que les studios ne les donnent jamais vraiment. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'un budget marketing peut être aussi élevé qu'un budget de production. Par exemple, Barbie. Le budget du film, officiellement, c'est 130-140 millions, et le budget marketing a été estimé à autant, voire plus. Donc, en gros, Barbie aurait coûté dans les 300 millions de dollars en tout. Si on veut être exhaustif pour analyser le succès ou l'échec d'un film, on parle donc de ces deux budgets, celui de production et celui du marketing, en prenant des pincettes parce qu'on n'est jamais sûr à 100% des chiffres. Troisième règle, comment peut-on comparer le box-office à travers le temps entre Autant n'emporte le vent et Barbie par exemple? Alors souvent on dira que la solution c'est de prendre en compte l'inflation par rapport au cours de la monnaie et à l'évolution du prix des places de cinéma. En théorie, ça permettrait donc de comparer les succès de Autant n'emporte le vent, sorti en 1939, et Avatar, sorti en 2009. Sans inflation, les trois plus gros succès de tous les temps sont, dans l'ordre, Avatar, Avengers Endgame et Avatar 2. Avec l'inflation, ça change pas mal de choses. Selon Box Office Mojo, les trois plus gros succès seraient en réalité Autant n'emporte le vent, Star Wars Un nouvel espoir et La mélodie du bonheur. Ou alors c'est Autant n'emporte le vent, Avatar et Titanic selon d'autres calculs, et c'est là qu'on arrive au petit problème de l'inflation. Le calcul de l'inflation a ses limites, déjà d'un point de vue uniquement mathématique. Il y a beaucoup de méthodes différentes pour réajuster les chiffres, et si on prend en compte l'inflation, Autant n'emporte le vent aura gagné 3 milliards, ou 3,8 milliards, ce qui fait une sacrée différence quand même. Difficile donc de considérer qu'on peut prendre en compte l'inflation pour arriver à un chiffre qui met tout le monde d'accord. Si vous regardez Internet, vous trouverez donc pas mal de classements différents. Mais même sans ça, il y a un léger problème quand on parle d'inflation pour moi, parce qu'au-delà du cours de la monnaie et du prix du ticket de cinéma, c'est le monde entier qui a changé à tous les niveaux. Le nombre de salles de cinéma, le nombre de films qui sortent, les habitudes du public, l'arrivée de la télévision, des plateformes de SVOD, même avec les meilleurs calculs du monde, comment peut-on comparer le public des années 50 qui allait voir en masse les 10 commandements et Ben-Hur à celui des années 2000 qui est allé voir Le Seigneur des Anneaux et Avengers? Tout l'aspect sociologique et historique me semble assez difficile à ajouter dans une équation. Et c'est là qu'on peut parler du box-office français. Parce que chez nous, on compte en nombre de spectateurs et pas en argent, donc ça règle une partie du problème. Mais pas tout le problème. Alors oui, on sait que 16 millions de gens ont vu Autant n'emporte le vent et 15 millions ont vu Avatar. Donc la comparaison est assez simple. Mais là encore,
Comment comparer le succès d'un film sorti en 1950 et celui d'un film sorti en 2009? Voilà, c'était ma grosse parenthèse sur oui, l'inflation c'est intéressant, mais attention les enfants. Au fond, on ne pourra réellement jamais comparer des films espacés à ce point dans le temps. Mais c'est pas très grave en même temps parce qu'il faut avoir conscience que le box-office devient vite une arme promotionnelle pour les studios. Et c'est beaucoup plus simple pour tout le monde, y compris les médias comme nous, de ne pas ouvrir à chaque fois le sujet de l'inflation. J'ai rapidement résumé et donc simplifié les notions importantes pour parler du box-office, mais évidemment je pourrais en parler encore 1 heure. Comme on m'a interdit de le faire, je vais ajouter quelques trucs, une sorte de DLC où on a aperçu du Director's Cut, le Crété Cut de cette vidéo. Alors promis, je vais faire rapide. Première chose, c'est l'importance du démarrage au box-office. Pourquoi tout le monde en fait des caisses autour des week-ends de démarrage au box-office américain? Tout simplement parce que c'est vraiment très important. Déjà parce que c'est là que les studios récupèrent le plus au box-office domestique. Le pourcentage qu'ils récupèrent sur les recettes descend ensuite au profit des exploitants. Mais aussi et surtout, c'est quasiment toute la carrière du film qui se joue sur le démarrage parce que la règle, c'est qu'après ça, la fréquentation va forcément chuter. Pour faire simple, on peut plus ou moins prédire toute la carrière d'un film dès son démarrage au box-office. Alors bien sûr, il y a des exceptions qui prouvent que le bouche à oreille a beaucoup de valeur. Des films comme Forrest Gump, Titanic ou Sixième Sens se sont maintenus de manière hallucinante parce que le public a le dernier mot. C'est là qu'on parle de bouche à oreille, de buzz ou de phénomène. Moi, il y a un petit exemple que j'aime beaucoup, c'est Batman v Superman et Wonder Woman. Sorti en 2016, Batman vs Superman a démarré très fort au box-office domestique avec plus de 166 millions. L'année d'après, Wonder Woman a fait beaucoup moins bien, avec un démarrage à 103 millions. Sauf que Wonder Woman a fini avec 412 millions au box-office domestique contre 330 pour Batman v Superman. La preuve que le démarrage c'est important, oui, mais il ne faut pas s'en contenter. Deuxième sujet intéressant, c'est l'IMAX. Alors on pourrait croire que c'est un détail si on s'en fiche un peu de ces salles avec de super très grands écrans, mais en fait c'est plutôt intéressant à avoir en tête quand on parle du succès de films comme Avatar, Star Wars, Avengers ou Oppenheimer. Tous ces films ont cartonné dans les salles IMAX et quand on sait qu'une telle place coûte dans les $20 aux États-Unis, donc quasiment 2 fois plus cher qu'une place normale, il y a de quoi relativiser. Ça aide ces gros films à faire de très gros scores au box-office, même si proportionnellement ça veut dire que moins de gens l'ont vu en salle. Là encore, on voit la limite du box-office comptée en dollars et pas en nombre de spectateurs. Ça marche aussi avec les films en 3D parce qu'une séance 3D ça coûte généralement plus cher. Et donc ça permet de gonfler les recettes sans pour autant avoir plus de gens qui ont vu le film. Troisième sujet, quand on parle de box-office, il faut compter le pourcentage des recettes qui va dans les poches de certains membres de l'équipe, notamment les acteurs et les actrices très connus. Là encore, c'est pas vraiment des informations que tout le monde crie sur les toits, mais en gros, il y a 2 types de pourcentage sur les recettes. Celui qui est débloqué à partir d'un certain seuil au box-office, donc par exemple, il faut que le film fasse au moins 500 millions au box-office pour que l'artiste commence à toucher sa part sur les recettes, et celui qui est activé dès le premier dollar encaissé au box-office, avant même que le studio ne se paye lui-même. Ça, c'est rare, c'est réservé aux artistes qui ont un grand pouvoir. À ce jeu, Tom Cruise reste l'un des meilleurs. Pour Top Gun 2, il a touché un salaire à l'origine de 13 millions. Alors oui, c'est beaucoup. Avec ça, vous pourriez racheter écran large et les familles de toute l'équipe sur 5 générations ou un loft de 9 mètres carrés à Paris. Mais grâce à son contrat, qui lui donne un pourcentage sur les recettes dès le premier dollar, Tom Cruise a touché au final plus de 100 millions en plus de son salaire. Pourquoi ? Parce que Top Gun 2 a tout écrasé au box-office avec plus de 1,4 milliard. Donc Tom Cruise s'est servi directement là-dedans. Même chose avec DiCaprio sur Inception. Le studio a demandé à l'acteur de baisser son salaire normal de 20 millions parce que le film leur semblait un peu risqué. Donc DiCaprio a accepté en échange d'un pourcentage sur les recettes dès le premier dollar. Bingo, le film a fait 825 millions au box-office. DiCaprio a donc touché dans les 60 millions, bien plus que son salaire classique. Will Smith, Cameron Diaz, Sandra Bullock, Bruce Willis, Keanu Reeves, mais aussi des cinéastes de renom comme Christopher Nolan, Clint Eastwood, Tarantino et bien sûr plein de producteurs. Il y a plein de gens qui ont des contrats de ce type et empochent parfois des sommes hallucinantes sur un seul film. C'est rarement confirmé publiquement, donc on peut remercier Robert Downey Jr. parce que lui, il avait dit avoir bel et bien touché 50 millions pour le premier Avengers grâce à ça. Bref, tout ça pour dire que sur les bilans, il y a parfois ces petits détails de salaire qui pèsent dans la balance quand il s'agit de déterminer combien le studio a réellement gagné sur un film. Enfin, dernier sujet, les limites de l'analyse du box-office quand on veut parler de succès ou d'échec pour de très grosses productions et des franchises. La carrière d'un film, c'est important, mais ça ne fait pas tout. Pour beaucoup de blockbusters, le merchandising, c'est-à-dire les produits dérivés comme, les jouets, les mugs ou les slips kangourous, représente une énorme part de l'opération. Par exemple, le film Transformers sorti en 2023, tout le monde s'en fout, il a fait le pire score de la saga au box-office. Mais apparemment, Hasbro, qui fait les jouets Transformers, est content parce que le film a visiblement aidé la marque. Pour mesurer à quel point le merchandising est énorme, prenons Disney. En 2018, Disney a sorti quelques petits films comme Avengers Infinity War, Black Panther, Les Indestructibles 2, Ant-Man 2, Les Mondes de Ralph 2. Bref, au final, ça fait environ 7 milliards au box-office, donc c'est pas mal. C'est beaucoup même. Mais vous savez combien de milliards il y a eu côté merchandising la même année ? 55 milliards.
Voilà, de là à dire que le cinéma n'est finalement qu'un détail dans leur plan et que parfois les studios savent très bien que leurs films sont pourris, mais en fait c'est pas grave, il n'y a qu'un pas. D'ailleurs, à ce sujet, mon exemple préféré, ça reste le film Assassin's Creed. En 2016, un haut placé du studio Ubisoft avait dit que le film avec Michael Fassbender était, je cite, une arme marketing, dont l'objectif principal était de faire connaître la marque à plus de gens pour vendre plus de jouets. En gros, le film, il s'en foutait, c'était publiquement assumé. Ce qui explique peut-être pourquoi le film ressemble à ça. On est allé au Puy du Fou, les enfants ont halluciné. Le meilleur parc du monde! Tout est vrai, c'est dingue! Il y a des aigles énormes avec des becs comme ça! Je trouve que c'est intéressant d'avoir ça en tête quand on parle d'un bid, qu'on dit que tel studio a perdu 100 ou 200 millions de dollars, qu'on imagine que c'est la crise, alors que parfois, peut-être qu'ils s'en foutent, parce que le cinéma n'est qu'une facette de leur business, et peut-être même qu'ils nous regardent de loin et rigolent en se disant qu'on ne comprend vraiment rien à leur monde. Alors à ce stade, vous avez peut-être envie de me foutre 3 baffes pour me dire que je parle beaucoup d'argent alors qu'on devrait parler de cinéma. Donc pourquoi on parle autant de budget et de box-office ? Parce que le cinéma, c'est un art et une industrie, vous le savez aussi bien que moi. Les deux sont liés, surtout si on parle de cinéma hollywoodien. Les studios regardent ce qui marche dans les salles pour décider quels seront leurs prochains films, soit en faisant des suites, des reboots, des préquels et tout ça, comme Star Wars, Fast and Furious, Batman, Spider-Man, Saw ou encore James Bond, soit en copiant les concurrents pour surfer sur une mode. C'est pour ça qu'on a eu des vagues de certains genres à travers l'histoire du cinéma, que ce soit les westerns, les slashers ou évidemment les super-héros. Quand on vous parle de box-office et de budget sur écran large, c'est pas pour le plaisir de nous retrouver à dire que 400 millions, c'est pas beaucoup, alors que le prix du paquet de coquillettes a explosé de 20% en un an dans nos supermarchés. Ou c'est pas pour dire non plus waouh, trop bien, Margot Robbie a touché 50 millions, elle le mérite pour Barbie, avant de pleurer en regardant les salaires des gens normaux dans la vraie vie. Tout ça est délirant, on est d'accord, hein. Si un alien arrivait sur Terre et découvrait tout ça, il aurait sûrement envie de tout faire péter comme dans Independence Day, et franchement, j'aurais du mal à l'arrêter. Mais si on vous parle autant de box-office, c'est pour modestement vous aider à comprendre votre pouvoir en tant que spectateur et spectatrice. Une place de cinéma, c'est comme un bulletin de vote. C'est petit, mais ça compte, et au final, ça donne une direction à l'industrie. En vous expliquant régulièrement pourquoi tel ou tel film a été un succès ou un échec, on espère vous aider à comprendre pourquoi Hollywood ressemble à ça, et pourquoi on est tous un peu responsables, peut-être. Et je ne dis pas du tout que les blockbusters, c'est pas bien, hein. Je dis juste, Hollywood est un miroir. Et parfois, c'est comme quand on se lève après une soirée techno un dimanche à 17h, on a un peu peur du reflet. Le mot de la fin, continuez à aller au cinéma pour soutenir tout ce que vous aimez, c'est ça qui compte. Continuez aussi à lire, regarder et écouter Écran Large pour soutenir cette équipe que vous aimez. Et n'oubliez pas qu'on a un super moyen si vous voulez nous soutenir, c'est l'abonnement à Écran Large. Pour quelques euros par mois, vous nous envoyez des ondes d'amour et vous avez accès à des articles exclusifs où on parle de films comme Le jour d'après, La 10e victime ou La poursuite impitoyable. Le lien est dans la description de la vidéo. C'est tout pour moi, merci d'avoir regardé et à bientôt.